Bon, c'est déjà bien. On va recevoir Didier Lemaire, lettre d'un hussard de la République. Vous le connaissez, c'était le professeur Attrape. Bon courage. Eh ben, exactement, il va être à votre place. Merci Franck, on vous appelle lundi. Lundi matin, sans faute. Lundi matin, après, ça va, et le petit prince sont venus chez moi pour me... Vous connaissez cette chanson? Oui, bien sûr. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, je reviendrai mardi. La pause. Vous permettez tout. Hein. Dans l'ouvrage ou pas? Je m'appelle Didier Lemaire, je suis professeur de philosophie. Il y a 20 ans, je suis arrivé à Trappes. Dans mes classes, j'apprends à mes élèves à douter et à conduire leur jugement. On va peut-être le voir d'ailleurs, Didier Lemaire, puisqu'il est à côté de nous. En maîtrisant des concepts philosophiques, ils examinent leurs opinions, s'émancipent, découvrent le dialogue et le plaisir de penser. Cette expérience de la liberté exige confiance et patience. Quand la ville est devenue l'une des toutes premières pépinières djihadistes d'Europe, je me suis demandé si je pouvais encore enseigner comme je l'avais toujours fait, en considérant mes élèves comme des adolescents parmi d'autres. Bonjour Didier Lemaire, votre livre est formidable. Vraiment, Lettre d'un hussard de la République, c'est un bouquin formidable. Vous étiez prof à Trappes et effectivement, on se souvient de vous au moment de la disparition de Samuel Paty. Ce qui est tout à fait formidable dans ce que vous écrivez. D'abord, comment vous allez aujourd'hui? Je vais bien. Ma situation professionnelle est, disons, difficile puisque je ne peux plus enseigner pour des raisons de sécurité et je ne connais pas encore mon avenir professionnel, mais je vais bien et je suis toujours aussi combatif aujourd'hui. Et quand vous dites « je ne peux plus enseigner », c'est-à-dire que vous êtes toujours dans l'éducation nationale, vous recevez votre traitement ou vous avez démissionné? Oui, je suis toujours dans l'éducation nationale et j'attends que ma situation soit réglée par l'institution. Donc pour le moment, vous êtes en attente de cela. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, c'est au moment, le soir de l'assassinat de Samuel Paty, c'est un moment de grande émotion et de déception. Les pouvoirs publics, dites-vous, ont abandonné l'école. Et vous écrivez ceci qui en dit beaucoup sur notre société. Je peine à écouter les paroles de mon ministre de tutelle. Ses discours sur la laïcité ont fini par me lasser. Je veux bien croire en ses intentions, mais où sont les actes? Ce soir, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il se serait honoré en présentant sa démission au Premier ministre, ne serait-ce que pour faire corps avec les enseignants, pour dire qu'il est leur chef. Le Premier ministre l'aurait reconduit dans ses fonctions, lui aurait réaffirmé sa confiance, mais non, rien. Quelle gifle pour nous tous qui enseignons. Oui, on a eu droit qu'à des paroles et je dirais peut-être même du théâtre, du spectacle, mais finalement, du point de vue des actes, rien n'a changé dans l'éducation nationale depuis l'assassinat de Samuel Paty. Et je dirais même qu'au contraire, les choses se sont aggravées. Nous avons au moins 8 enseignants qui ont été menacés de mort directement, en face à face, par des parents d'élèves, pour des raisons, des motifs islamistes. Ces enseignants ne sont pas protégés. Il ne se passe toujours rien. Mes classes étaient composées pour moitié de jeunes Français issus de l'immigration maghrébine. L'autre partie était de nationalités variées, principalement françaises et portugaises. Un bon quart venait de communes de classe moyenne, si bien que régnait alors une faible mais relative mixité sociale. Je ne prêtais pas la moindre attention à l'origine de mes élèves. Ils étaient pour moi des élèves avant tout. L'école républicaine, en principe, est un lieu où l'on vient oublier ses origines et découvrir l'universalité de la raison. C'est plus possible ? Non, c'est plus possible. La pression dans la ville de Trappes notamment, mais dans d'autres villes également, la pression du milieu social est telle que les élèves se trouvent vraiment dans deux mondes totalement séparés, celui de la France et de l'école, qui ne joue plus tout à fait son rôle d'ailleurs, l'école, puisque selon l'étude de la Fondation Jean Jaurès, un enseignant sur deux s'autocensure en classe. Donc, qu'est-ce qui est encore transmis aujourd'hui à l'école? C'est pas toujours ce que l'on attend dans un programme de philosophie, de biologie, d'histoire. Donc, oui, la situation est extrêmement difficile. Nathan Devers qui est enseignant aussi. Oui. J'imagine que ce sont des sujets auxquels vous pouvez être confronté. Moi, je ne suis pas confronté à des problèmes de cette nature dans le cadre de mes cours et de mon activité. Mais en tout cas, j'ai écouté avec attention ce que vous avez dit aujourd'hui et puis les autres fois. Et j'avais été marqué par la réaction du préfet qui avait dit que vous étiez un bulldozer de mots et que lui faisait dans la dentelle.
Et c'est une déclaration quand même incroyable. C'est-à-dire que quand il y a un danger qui n'est pas fantasmé ou fantasmatique, parce que la décapitation de Samuel Paty, elle est réelle, elle n'a pas été imaginée ou inventée, et qu'apparemment, donc, 8 menaces de mort, ce sont des choses réelles. Faut-il se taire, s'auto-censurer, et puis se dire... concrètement, ça veut dire quoi faire dans la dentelle? C'est ça la question. Et alors, en effet, le bulldozer de mots, je pense qu'il n'y a pas le choix, oui. Pour la dentelle, pour ce qui est de la dentelle, je renvoie le préfet à ces initiatives, puisque pendant 2 ans, la dentelle, c'est moi qui l'ai pratiquée dans ma salle de classe ou dans mes salles de classe à travers des actions de prévention à la radicalisation qui étaient précisément financées par la préfecture des Yvelines. Et je crois être un des seuls enseignants dans cette académie à avoir eu autant de subventions pour mener ces actions. Il faudrait avoir des caméras dans les classes pour savoir ce qui s'y passe. Parce que cette réalité-là, elle n'est pas montrée et ça serait une déflagration. Par exemple... Alors justement, oui, dans mon livre, c'est ce que je décris. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, les exemples. Par exemple, au lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo, vous dites, ce jour-là, je prends conscience que nous ne vivons pas dans le même monde, eux et moi, et que j'ignore tout du leur. Je décide alors de sortir de ma salle de classe pour essayer de toucher du doigt ce réel qui m'échappe. Je viens d'apprendre que plus de 60 jeunes sont partis de Trappes pour la Syrie. Depuis le lycée, je ne vois décidément pas grand-chose. Oui, ça, c'était une prise de conscience avant l'assassinat de Samuel Paty. Bien sûr, c'est après Charlie Hebdo. Voilà, c'est ça. Et oui, je comprends aussi à la réaction de mes élèves qui est quand même diverse. Dans certaines classes, manifestement, certains élèves approuvent ces attentats. Dans d'autres classes, le discours est plus mitigé, mais tout de même, c'est effrayant. Donc, je prends conscience que dans ma salle de classe, je ne vois pas le réel. Et c'est à ce moment-là que je vais m'engager dans des associations à Trappes et que je vais rencontrer aussi les gens de Trappes et que je vais enquêter parce que je me rends compte de ma propre ignorance. Et quelles seront les conséquences de cette enquête ? Les conséquences de cette enquête, très rapidement, en 2018, j'écris au président de la République avec Jean-Pierre Aubin pour alerter sur la situation dramatique de Trappes. Et on ne vous répond pas ? C'est pas de vague ? Oui, c'est pas de vague, oui. Oui. Vous avez le sentiment que le maire de Trappes, évidemment, ne vous a pas aidé. Le maire de Trappes qui n'est plus maire de Trappes, d'ailleurs, depuis. Je le qualifierais volontiers d'entrepreneur de colère, puisqu'il a tenté d'utiliser mon témoignage pour me mettre dans la case des gens racistes ou des gens qui stigmatisent les habitants, pour me faire taire, et pour se présenter comme une victime dans l'espoir de gagner sa prochaine campagne électorale, je pense. Moi, j'ai une profonde admiration et une admiration immense pour votre courage et plus généralement d'ailleurs pour le courage de tous les enseignants qui ont à transmettre une culture dont ils doutent eux-mêmes. Parce que si j'ai bien compris, vous ne savez plus tellement, l'école ne sait plus tellement quelle est la culture qu'elle doit transmettre, c'est ce que vous avez dit. Et moi, ce qui m'effraie, c'est qu'on a bien vu, on a fait ce diagnostic des 2 mondes séparés. Même le président de la République a fait le diagnostic d'un séparatisme. Mais ces 2 mondes séparés sont des mondes indifférents l'un à l'autre ou des mondes hostiles? Et comment voyez-vous, à projection de 10 ans, ne serait-ce que 10 ans, l'avenir de Trappes, par exemple, que vous connaissez, ou d'autres? Alors, je ne voudrais pas faire de généralité, parce que dans une classe, il y a tous les cas de figure possibles. L'année dernière, j'avais des élèves que je sais très engagés dans le militantisme salafiste, donc dans l'islamisme, qui restaient d'ailleurs en retrait dans la classe, qui ne souhaitaient pas suivre un enseignement de philosophie, qui n'écoutaient pas le cours. Ce n'était pas un comportement d'adolescent, c'était vraiment un comportement d'obstruction. Après, j'ai des élèves qui partagent, disons, une culture qui n'est plus tout à fait la nôtre. Et puis, heureusement, il y a aussi des élèves, y compris des élèves musulmans, qui sont des élèves, au contraire, qui aiment notre pays. Et vous êtes pessimiste ou vous êtes optimiste, pardon? Non, je vous en prie. Vous êtes pessimiste? Je suis très pessimiste parce que finalement, le gouvernement n'a pas de politique pour contrer cette offensive islamiste. Et donc, nous allons certainement connaître une accélération des assassinats. Le djihadisme d'atmosphère, c'est une réalité. Il se pourrait que d'ici quelques mois ou quelques années, on se retrouve dans une vague d'assassinats et dans une forme de guérilla. Oui, c'est, je crois, ce qui nous attend. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce livre, j'alerte encore une fois. Laurent Geoffrin ? Moi, j'ai pas lu votre livre, mais j'ai lu, enfin, je vous ai écouté, déjà venu.
j'ai lu le rapport Robin. C'est vrai que c'est un livre accablant. Il y a un nombre d'atteintes à la neutralité de l'enseignement, d'influence étrangère à l'école considérable en France. Et si je puis me permettre, je pense que c'est à la gauche, en tout cas à la gauche républicaine, de s'en saisir. La première, parce que ce sont ces valeurs à elle qui sont attaquées. Enfin, c'est les valeurs de tout le monde, enfin, de tous les républicains en tout cas. Mais ce sont ces valeurs à elle qui sont attaquées. Et donc, moi, on a travaillé là-dessus. Hein, il y a des mesures à prendre. Elles sont sans doute insuffisantes, mais les professeurs ne sont pas assez protégés. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement? Je pense Est-ce que c'est déjà perdu? Parce que votre bouquin, c'est ça. Les sanctions à l'égard des familles qui exercent des pressions sur les enseignants doivent être beaucoup plus sévères. Avant qu'il ne soit trop tard. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que parfois, c'est déjà trop tard. Voilà. J'ai ce sentiment. C'est terrible, d'ailleurs, de dire ça, mais ce n'est qu'un sentiment. C'est difficile à prouver, par définition, un sentiment. Je voudrais rebondir sur ce que M. Geoffrin vient de dire. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut aujourd'hui protéger les enseignants, prévenir les chefs d'établissement de la présence de fichiers S, de parents fichiers S dans les établissements, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, et effectivement empêcher les familles d'utiliser les enfants comme moyen de pression sur l'école. Il faut aussi protéger ces enfants. Oui, mais comment ? Et l'État les abandonne depuis des années. Mais comment ? Alors, il n'y a pas de père parfois. Simple, au moins, il faut. Alors, il y a des mesures familles monoparentales, on le sait bien. La mère a 4-5 enfants. Je veux pas. C'est très simple. Il y a une manière très simple de régler la question. À mon avis, en quelques mois, ce serait réglé. Les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires pourraient être résolues de la manière suivante. Une première atteinte, une sanction forte, au moins 3 jours d'exclusion de l'établissement. C'est une sanction. De l'élève ? De l'élève, c'est une sanction symbolique. Si récidive, à ce moment-là, on convoque les parents devant un juge aux affaires familiales. Et s'il y a une nouvelle entorse au règlement intérieur, on met en route la machine pour supprimer l'autorité parentale des... Et vous pensez que ce sera suffisant ? Oui, je pense que ça. Et vous en faites quoi de cet enfant ? Il faut le replacer dans une famille et il faut se donner les moyens de mais à 14 ans ou à 15 ans ? Et de le protéger d'un milieu qui est à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Pathogène. Mais il est déjà à 14 ans, 15 ans, 16 ans, il est déjà formé intellectuellement. Vous allez le sortir de chez lui pour le mettre... parce que ça se passe, j'imagine, pas à 8-9 ans. Les atteintes à la laïcité, ça arrive, j'imagine, à la préadolescence, 12, 13, 14 ans. Non, ça commence dès l'âge de 4 ans. Vous avez, dans certaines écoles, ce ne sont pas mes rapports à moi, ce sont des rapports officiels. Vous avez des enfants qui refusent de chanter à l'école. Et qui se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre la musique. Mais c'était, j'imagine, des cas exceptionnels. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas de prendre même une bonne mesure contre... on peut proposer telle ou telle mesure qui, en elle-même, est pertinente, mais ça ne suffira pas à combattre l'islamisme. Il faut un plan global, il faut refonder l'école pour qu'elle joue vraiment sa mission d'émancipation des individus qui leur permettent de sortir de leur milieu social, de leur milieu culturel. Nathan Devers, très vite. J'avais une question à vous poser. Donc vous étiez prof de philosophie en terminale, c'est ça ? Souvent, le prof de philo de terminale, c'est celui qui bouleverse parfois les préjugés, les présupposés des élèves, idéologiques, métaphysiques, etc. Est-ce que dans votre expérience, il y a eu des cas où vous avez quand même où ça s'est bien passé, c'est-à-dire où face à certains élèves, où vous sentiez qu'il y aurait pu y avoir une sorte de virage ou des incidents ou des crises où la philosophie a déminé tout ça. Ça vous est arrivé ? J'ai passé 20 ans à Trappes et j'y suis resté parce que j'ai eu énormément de plaisir à enseigner dans cet endroit et j'ai eu de très très beaux succès. D'accord. Bon, j'ai une question. Juste un mot sur le monde médiatique. Vous avez des rendez-vous parfois avec des journalistes du Monde, du Nouvel Obs, etc. Et on parle souvent de la manière dont est traduite cette réalité dans les médias. Est-ce que vous avez le sentiment, lorsque vous rencontrez par exemple les gens du Monde ou du Nouvel Obs, qu'ils arrivent déjà avec une idée préconçue et qu'ils vont essayer de plaquer, pourquoi pas, leur idéologie sur le réel ? Pas tous les journalistes ne le font pas. Il y a la presse écrite, il y a la radio, la télévision. À la radio, à la télévision, on vous met très vite dans des cases. Dans Marianne, il y a eu un papier d'ailleurs, c'était Didier Lemaire, mytho ou héros. Donc ça, c'est effectivement, c'est très piégeant parce que c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Parce que on vous assigne selon des présupposés idéologiques à des cases et on n'écoute pas votre discours. On attaque le raisonneur plus que le raisonnement. C'est toujours la même chose.
Oui, ça c'est Moi, une réalité. J'ai pas rencontré, pardon. Oui, non, J'ai pas rencontré les journalistes du Monde. C'est intéressant d'ailleurs que vous les... Ça les intéresse pas, Le Monde, votre témoignage? Ah bah il y a des gens qui ont écrit sur moi sans jamais me rencontrer. Il y a des gens qui m'écoutent pendant 50 minutes et qui vont prendre un extrait de phrase dans une interview, voire vont recomposer mes paroles en les mettant... Ils sont pas venus vous voir, les journalistes du Monde. C'est fascinant. Jamais. Je vous assure, je reste sans voix. C'est-à-dire que Didier Lemaire, c'est pas un bon client pour Le Monde. C'est ça, les gens sont ce qu'ils font, comme dit l'autre. Donc Didier Lemaire, qui a écrit un bouquin, Lettres d'un hussard de la République, qui effectivement témoigne d'une réalité à Trappes, mais qui ne dit pas des choses qui vont dans le sens d'un journal comme Le Monde, on n'en parle pas. On ne va même pas l'écouter, on ne va même pas le voir, on ne lui donne pas la parole. Je suis fasciné. Non mais je ne peux pas vous dire autre chose. Ce grand journal du soir, bon... J'ai attaqué France Inter tout à l'heure, maintenant Le Monde, je me fais des amis partout. C'est la base. Mais non, mais c'est intéressant, c'est factuel. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais au-delà du monde, est-ce que vous avez été reçu par des partis politiques? Est-ce que vous avez été entendu, ne serait-ce que par le gouvernement, par le ministre de l'Éducation? Il vous a reçu? Le ministre de l'Éducation ne m'a pas reçu, j'ai été reçu par ses conseillers. Libé est venu, par exemple? Oui, Libé est venu. Ils ont fait une photographie de moi absolument ridicule. Donc là, j'étais vraiment mis dans une case. Un portrait a été tiré de moi à partir d'éléments vrais, mais mis dans une perspective assez délirante. Donc, je ne sais pas du tout le reflet de ce que je suis. Politique. Ah, le combat des idées, il va être dur. Il va être violent. J'ai été reçu par certains responsables politiques et soutenu d'ailleurs par certains, Madame Pécresse en particulier, le président du groupe des sénateurs républicains, les Républicains au Sénat également, M. Retailleau. Le combat des idées, il va être violent. Il va être violent, les amis. Parce que, attention, en face, je veux dire, nos amis qui ne pensent pas comme M. Le Maire ou qui ne pensent pas... si on ne pense pas comme eux, ils sont d'une violence inouïe. Inouïe. Ce qui n'est pas la même chose... je trouve, dans le Figaro, on n'attaque pas les gens de la même manière. Mais bon, c'est un raisonnement. Mais c'est vrai, je vous assure, j'ai toujours été frappé combien l'intolérance est à gauche. J'ai toujours été frappé depuis tout petit. Vous avez le sentiment que j'ai fait une déclaration intolérante à l'égard de monsieur? Mais je ne vous parle pas de vous. J'ai toujours le sentiment que sous le couvert de la bonne conscience, de la bien-pensance, etc., j'ai toujours été frappé par l'intolérance totale sur certains sujets des gens de gauche. Je ne peux pas vous dire autre chose puisque je le pense. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous n'avez pas entendu. Vous avez dit que vous restiez de gauche. Mais qu'est-ce qui Moi, vous je fait... viens de la gauche républicaine. Qu'est-ce qui vous fait rester de gauche? Je pense que là encore, je ne souhaite pas tellement être mis dans une case. Aujourd'hui, mon combat est un combat républicain et dans ce livre, je m'adresse vraiment à tous les Français. Comme Éric Nolot, c'est la gauche républicaine. Et à tous les comme Laurent. Républicains en tout cas. Laurent, d'ailleurs, il est très ennuyé sur ces sujets-là. Pas ennuyé du tout. Eh si, vous pensez comme Yvan Rioufol, vous n'osez pas le dire. Hein? Vous pensez comme Yvan Rioufol, mais vous n'osez pas le dire. Tous les vendredis. Ne parlez pas de malheur, non, ça va être fou. Bon, je ne pense pas comme Geoffroy. Bon, non, mais lui pense comme vous. Oui, ça, je pense. Mais il n'ose pas le dire parce qu'il est très ennuyé parce qu'effectivement, Laurent n'est pas de cette mais je vois bien qu'il tendance-là. vient de peu. Laurent, il est très ennuyé, Tout petit. évidemment. Et ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est juste, c'est le combat de la gauche. L'école, c'est le combat de la gauche. Bien sûr que c'est le combat de la gauche. C'est le combat de la gauche que la gauche a abandonné. la gauche Qui est mal repris républicaine, par la droite, d'ailleurs, je le regrette. Noémie Schulz est avec nous très vite parce qu'évidemment on est très en retard, mais bon, on va pas parler de la moitié des sujets dont on devait parler. Les enquêteurs ont raconté ce qui s'est passé le 13 novembre au Bataclan. Je vous propose, Noémie, de voir ce sujet et après vous allez pouvoir intervenir et nous dire ce qui va se passer ces prochaines heures. Pas moins de 120 cartouches tirées en 2 minutes 30. Au tribunal, les enquêteurs racontent ces scènes découvertes à leur arrivée devant les terrasses parisiennes visées par les terroristes. Les traces de sang, les douilles au sol et surtout 13 victimes. Des corps enchevêtrés et criblés de balles. Des scènes de guerre auxquelles ces professionnels ne sont pas préparés. Le premier élément qui frappe, c'est bien évidemment le désarroi des enquêteurs. Les enquêteurs qui ont 25 ans de boutique, qui ont 25 ans de criminels. Un commandant de police vient alors diffuser des vidéos glaçantes de la fusillade à la Bonnebière, où 5 personnes sont mortes, et s'en excuse auprès des familles. On voit malheureusement ces personnes qui se mettent un peu en zone panique, qui courent partout, qui s'éparpillent, qui se jettent à terre. Et puis malheureusement, on voit des personnes décédées. On voit la hargne surtout des terroristes.
Malgré la douleur, les victimes et les familles présentes restent sur les bancs. En étant partie civile, si je ne viens pas, j'abandonne. Même si c'est très difficile, c'est nécessaire parce que ce sont les derniers moments de vie des personnes qu'on a perdues. Aujourd'hui, la cour doit entendre les premiers enquêteurs arrivés au Bataclan, la salle de concert, où 90 personnes ont trouvé la mort le 13 novembre 2015. Bonjour Noémie Schulz. Hier, vous étiez présente à l'audience. Il y avait des témoignages évidemment de policiers très durs. On a montré des vidéos. J'imagine qu'il y a eu des réactions dans la salle. C'est une journée très très difficile que vous avez vécue. Oui, et pourtant, on n'a pas vu du tout d'images sanglantes. Par exemple, les policiers, ils ont projeté certaines photos, des photos panoramiques, notamment des scènes de crime devant le Petit Cambodge et le Carillon, mais prises d'assez loin. Mais c'est leur récit qui était le plus dur, en fait. On l'a entendu dans ce sujet. On avait à la barre des policiers expérimentés, 25 ans de brigade criminelle pour l'un, et dont la voix s'est brisée quand il raconte, quand il est arrivé, il dit que c'était pas une scène de crime, c'était une scène de guerre. Il parle de l'état de sidération dans laquelle il est au début, avant de se mettre au travail. Il va passer, lui, près de 10 heures sur cette scène de crime à essayer de rassembler tous les éléments permettant d'identifier les victimes. Et d'ailleurs, il ne se remet pas d'avoir fait une erreur d'identification parce qu'une jeune femme était tombée sur le sac à main d'une autre et donc il avait cru que la carte d'identité était la sienne et donc il s'était trompé. Et il le dit, je m'excuse encore auprès de la famille pour cette erreur. Donc ce sont des hommes, effectivement, qui, en donnant quelques descriptions, ont permis de mesurer effectivement l'horreur de ce qui s'est passé. Puis il y a eu ces vidéos, effectivement, ces étincelles, il n'y avait pas le son, mais ces étincelles pour les coups de feu, ces tables qui tombent, les personnes paniquées qui se mettent à courir. Et puis à un moment, un terroriste qui semble mettre en joue quelqu'un. Et puis là, il ne tire pas, on ne sait pas pourquoi. Le policier explique après peut-être que son arme s'est enrayée, on ne sait pas. Mais il se détourne et on voit une jeune femme qui se lève et qui part en courant, une jeune femme miraculée. C'est tout cela, effectivement, qu'on a entendu hier. Et aujourd'hui, on va aborder la scène du crime du Bataclan. Et il y aura un enquêteur aujourd'hui qui est intervenu au Bataclan, visiblement, qui va proposer un enregistrement audio. Oui, alors c'est pareil, on va entendre un enquêteur en charge des constatations, donc qui est arrivé après, une fois que les secours avaient pris en charge les blessés, mais qui va décrire cette scène. Il faut s'imaginer cette scène de crime avec 90 corps, c'est absolument inouï, et donc ce sera sans doute un moment assez douloureux. Et puis le président a dit qu'il allait faire diffuser effectivement un extrait audio. Vous savez, quelqu'un ce soir-là a voulu enregistrer de façon pirate le concert, il a lancé son dictaphone. Cet enregistrement, il a été extrêmement précieux aux enquêteurs pour comprendre la chronologie des attentats. Il est absolument terrible, nous ont dit tous ceux qui ont pu l'écouter. On y entend des horreurs. Il n'est pas question de diffuser tout ça à l'audience, mais le président veut qu'on entende les 30 premières secondes. Donc on va entendre le groupe Eagle of Death Metal qui joue, et puis les premiers coups de feu. Ce sera bien sûr une épreuve, et d'ailleurs les avocats ont beaucoup conseillé à leurs clients, les victimes, de ne pas assister à l'audience d'aujourd'hui. Merci Noémie Schulz. Dans les actualités du jour, on va être dans une seconde avec Marine Lançon, parce que en réponse aux positions d'Éric Zemmour, qui veut interdire les prénoms d'origine étrangère, en tout cas qui s'est exprimé plusieurs fois sur ce sujet, il y a un site humoristique qui a été inventé qui s'appelle Vite mon prénom. Je ne sais pas si vous avez vu ça, donc ça m'a fait amuser. Mais dans les petites infos qui m'ont fait sourire ces derniers jours, Emmanuel Macron sort le chéquier. Vous êtes au courant, sur les 15 derniers jours, entre 2 et 4 milliards pour les jeunes décrocheurs sans emploi, 40 millions pour les sages-femmes, 500 millions pour le Beauvau de la sécurité, 2 milliards pour la prime rénov', 580 millions pour le chèque énergie, 21 millions pour la prise en charge de la contraception hormonale jusqu'à 25 ans, 50 millions pour la pêche, 170 millions pour le fret ferroviaire, 600 millions pour l'assurance des agriculteurs. Ça fait 4,1 milliards. En 15 jours. En 15 jours. Ah oui. C'est absolument fou. Mais c'est vrai que Non mais c'est alors en revanche je me suis trompé, j'ai dit entre 2 et 4 millions pour les jeunes décrocheurs sans emploi. J'ai dit milliards et évidemment je me suis trompé. Et de la même manière quand j'ai dit milliards, c'est 2 millions pour la prime rénov' par exemple. Bon, mais c'est absolument 4,1 milliards depuis 15 jours. c'est le paradoxe de la crise de la Covid, c'est que Ouais. comme on a dit qu'on dépensait le Là on rase gratis hein. on peut continuer comme ça un peu, et ce qui fait que la campagne électorale va être marquée par la générosité absolue de ceux qui nous gouvernent. Bon, on prévoit un plan de relance de 100 milliards, on en a déjà mis 70 milliards. En 2008, par exemple, Sarkozy, il avait annoncé un plan de relance de 15 milliards. Là, on est à 100 milliards, on rase gratis.
C'est formidable. Alors, donc, si, je le dis aux gens, si vous... Ça démontre la vacuité de C'est pas vrai. Ouais. Si vous avez... Attendez, on reste pas gratis. Et ça s'accompagne d'une omniprésence maintenant du président sur les écrans de télévision. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il Sur prend les toute la athlètes, place. surtout. Oui. Sur toute la, mais toute Même la sur place. les athlètes. Il n'y a plus de ministre des Affaires étrangères, il n'y a plus de ministre... l'endettement du pays. Oui. Non, mais... Oui, mais bon. Non, mais il a raison. Par exemple, sur les athlètes, il a tensé les athlètes. Alors, même Il Riner a annonce répondu. lui-même qu'un terroriste a été tué au Sahel. Ouais, il est tout reprend seul. tout à lui. Il envahit tous les écrans et en effet, il se sert de l'argent public pour sa propre promotion. C'est quand même assez détestable ce qui se passe là. Bah écoutez, non mais le problème c'est que effectivement, comme la croissance avait été établie à 5 et qu'on a fait 6,5, il y a 28 milliards. Mais généralement, l'argent, tu rembourses. Tu rembourses. J'ai pris une leçon d'économie avant l'émission. Très bas, Tu rembourses. La charge de remboursement diminue. Voilà. malgré Mais là, l'augmentation tu rembourses pas, donc tu remets de l'argent dans la machine. Donc si vous voulez vous faire payer, c'est le moment. Marine Lançon, qui est avec nous. Vite. C'est quoi ça, cet vite mon prénom, Vite mon sur le prénom, modèle de Pascal. Vite ma dose. C'est quoi, Marine? Expliquez-nous tout. Alors on va le faire très rapide parce qu'il reste pas beaucoup de temps. En marge de la polémique d'Éric Zemmour et des prénoms étrangers, des Français ont inventé le site vitemonprénom.com. Alors l'objectif, il est très simple. Vous tapez votre prénom dans la barre de recherche pour savoir s'il est conforme ou non à la loi du 1er avril 1803 ou si vous allez devoir le changer dans le cas où Éric Zemmour est élu président de la République en 2022. Alors on a essayé avec les prénoms des personnes présentes sur le plateau. Pascal, Laurent et Didier, vos prénoms sont conformes, vous n'avez Nous, pas on à est des bons changer. Français. nous. On est des bons Français, madame. Voilà. Oui. Alors pour Nathan, c'est un peu différent, c'est très étrange. En fonction de si on est sur un téléphone qu'il portable s'appelle ou un Tatiana. ordinateur. Tatiana, ça vous irait bien, ouais. Mais Vous Tatiana, appelez c'est soit pas français. Alban, Mais soit le plus louche, Tatiana. c'est Yvan. C'est pas du tout français. ça. Et Yvan, vous avez Et pour tenté, Yvan? Vous changez, vous appellerez désormais Jean. Qui? Yvan? Yvan. Comme Oui. Zidane. Yvan va s'appeler Jean? Yvan va s'appeler Jean. Je propose. Ah, bah, je trouve que c'est Jean Rioufol. Jean Voilà, Rioufol. très Je bien. propose Yvon, c'est mieux. Yvon. Et ce matin, il y avait près de 9 millions de Français qui avaient tenté l'expérience. Bon, Voilà. c'est fini. C'était à la Saint-Yves. Merci beaucoup Marine. Merci, c'était très très bien. Et c'est très intéressant. Vite mon prénom. Bon, lisez ça, Lettre d'un hussard de la République, parce que je l'ai dit, au-delà du fond, c'est remarquablement bien écrit. Et on voit que, évidemment, c'est votre métier, quand même, vous êtes prof de philo, mais il y a une qualité d'écriture, un plaisir d'écriture, et puis sur le fond, c'est passionnant de lire ça. C'est chez Robert Laffont. Donc lisez-le. Je remercie évidemment Marine Lançon qui a passé une nouvelle fois cette semaine avec nous, Annalisa Capellini qui était là, mais j'aurais aimé remercier qui est là à la Audrey Missiraka était à la réalisation, Vrai, c'est. Mélanie était à la vision. Et Guillaume Marceau était au son. On me dit tout dans l'oreillette, comme vous l'aurez compris. Toujours. Passez un excellent... Quel est le monument préféré que vous préférez? Ça, c'est bien ma question. Quel est votre monument préféré en France? C'est la journée du patrimoine. Préféré. Ouais, dans toute la France. Mon préféré. Hein, quel est votre monument préféré? Le château des Ducs de Bretagne? Château de Versailles. Le château de Versailles? Ah bah, c'est votre côté monarchiste. Le Louvre. Le Louvre? Versailles, non, je crois que c'est Versailles qui est le plus beau. Il me semble. Ouais. Le plus spectaculaire, c'est Bon. Versailles. Ouais. Le Mont-Saint-Michel? Ah, bon, Saint-Michel, formidable. ouais. Un peu intimidant. Ah, monument, Eh bien, ça. c'est la journée du patrimoine. C'est terminé. Merci. Vraiment merci, monsieur le maire. Jean-Marc Morandini dans une seconde.